Cédric Van Appelgem. Bonjour Jean-Philippe. Cédric Van Appelgem, vous êtes maître de conférence à l'Université d'Évry, Paris-Saclay. Tout à fait. Vous êtes co-auteur avec Pascal Nguyen, qui est professeur de finance à l'Université de Montpellier, dans The Conversation France, d'un papier qui tout de suite attire l'œil. Exactement. XENA, la puissance du réseau, un obstacle au contrôle du dirigeant aux effets délétères. Au moins, vous mettez les mots. Les pots sont posés. Ouais. Voilà, les points sont sur la table. Donc, première question. Alors d'abord, vous notez un point qui est extrêmement instructif. Aux États-Unis, 11 des 100 plus grandes sociétés cotées américaines sont dirigées par un diplômé de la Ivy League. La Ivy League, c'est les 8 universités les plus prestigieuses, parmi lesquelles notamment Harvard, Yale et Princeton. Donc, 11 des 100 plus grandes sociétés cotées américaines, la Ivy League. En France, 13 des patrons du CAC 40 viennent de 2 écoles, l'X d'un côté, donc Polytechnique, et l'ENA. Voilà la différence entre France et États-Unis. Tocqueville aurait adoré. Ouais, exactement. Alors, qu'est-ce qui fait d'abord cette spécificité, les marqueurs de cette singularité française en matière de gouvernance? Alors, 2 points très importants. Donc, tout d'abord, une tradition d'économie donc affiliée quelque part à l'État de manière plus ou moins formelle, de manière plus ou moins explicite. Et donc de très nombreuses passerelles entre secteur public et secteur privé. Et d'autre part, également, le fait que les élites managériales et les élites d'État soient formées donc, au sein des mêmes établissements prestigieux. Donc, ce qui contribue à créer et à renforcer les passerelles qui existent entre secteur public et secteur privé. Et en même temps, donc, ce qui va renforcer aussi cette consanguinité entre les états-majors et les conseils d'administration, au fur et à mesure des cooptations. Ouais. Bien sûr, sans même parler de potentielles relations avec les régulateurs, qui peuvent eux-mêmes aussi venir. Alors évidemment, on voit la conséquence. On a été formés au même endroit, on a passé les mêmes concours, on a fait sa scolarité ensemble, et puis ensuite on a des trajectoires professionnelles parallèles. Donc forcément, quand il s'agit de se contrôler les uns les autres, c'est beaucoup plus compliqué, effectivement. On aura finalement une gouvernance qui donnera la primauté à l'appartenance sur la compétence. C'est-à-dire que on recrutera des individus, des administrateurs, qui seront là quelque part pour conforter en fait sa position quelque part. Et l'exemple le meilleur, le plus illustrant, c'est Vivendi, même s'il date, il y a 20 ans. C'était Jean-Marie Messier, donc polytechnicien énarque, qui était entouré au sein de son conseil d'administration, également donc, de polytechniciens et d'énarques, et qui étaient issus même des mêmes grands corps que lui, en fait. Voilà. Absolument. Bon, on pourrait multiplier les exemples de dirigeants hors de contrôle, de situations que d'aucuns qualifient de scandale, de gouvernance. Généralement, effectivement, on retrouve soit Polytechnique, soit l'ENA à l'affiche. Question que vous traitez dans ce texte. Vous dites finalement un univers certain, façon de parler, mais stable, c'est peut-être pas tant un problème que ça. C'est surtout quand il y a besoin d'innover. Oui, c'est ça. Parce que on a besoin davantage d'outsiders, de gens qui soient capables de sortir des sentiers battus, qui soient capables de rebattre les cartes, d'imaginer de nouvelles choses. Et quelque part, le fait d'être entouré de personnes quelque part lénifiantes un peu, on sera davantage dans la dépendance de sentiers. Et on ne déviera pas de trajectoire, finalement. Bien sûr. On n'osera pas remettre en cause les idées de ces relations, sous peine, quelque part, après d'être possiblement mis à l'écart, aussi. Bien sûr. Quand l'appartenance prime sur la compétence, l'essentiel, c'est de ne pas être exclu. Exactement, tout à fait. Oui. Et deuxième point, vous nous dites, ça peut changer un peu, parce que ce qui est très intéressant, c'est que sous les effets des critères de gouvernance, de bonne gouvernance anglo-saxon, c'est bien qu'il y a eu le rapport Viennot 1, le rapport Viennot 2, le rapport Bouton, etc., les codes AFEP-MEDEF, donc au service d'une meilleure gouvernance. Finalement, premier constat, rien n'a changé depuis le milieu des années 90. C'est toujours pareil. On a toujours du mal à séparer le conseil d'administration et le président, directeur général, même si on le fait de plus en plus, au moins formellement. Mais deuxième chose, vous nous dites, en revanche, il y a des mouvements de fond quand même. Et là, je note 2 points. Premier point, égalité homme-femme, ça fait partie des choses qui perturbent les lignes. On a tous en tête la question de l'ouverture sociale.
On ne peut pas ne pas penser à l'ENA, qui vient d'être supprimée Exactement. en réponse à la crise des Gilets jaunes et aux critiques à l'occasion de la crise sanitaire sur la formation de nos élites et la fameuse compétence. Oui. Voilà. Puis peut-être un dernier point sur la thèse. Oui. Voilà. Alors, Exactement. est-ce que tout ça est susceptible de faire bouger les lignes, c'est-à-dire qu'enfin nos élites comprennent qu'il y a une valeur à la recherche, qui peuvent avoir intérêt à faire des doctorats? Exactement, donc le doctorat peut être perçu donc, en Europe du Nord comme l'équivalent quelque part de notre ENA ou de l'école polytechnique un peu. Hein. C'est-à-dire que vraiment les élites en Europe du Nord sont formées par la thèse, hein, véritablement. Et donc ce qui permet finalement d'avoir des élites qui sont compétentes, qui savent innover, qui savent agir dans l'incertain, dans l'incertitude et qui ne sont pas tenus par l'appartenance, finalement. Et d'autre part, également, en France, on peut noter des choses intéressantes en termes de structure de pouvoir, avec des conseils d'administration qui sont davantage ouverts donc, aux femmes, hein, et d'autre part aussi, avec ce qu'on appelle un administrateur référent, notamment dans les sociétés du SBF 120 hein, en particulier, qui est un contrepoids au pouvoir du président directeur général, en fait. Voilà. Le temps de la révolution de la gouvernance a peut-être sonné. Peut-être. En France, souhaitons-le, parce que quand même derrière, ce sont des emplois et de la croissance et de l'innovation qui sont en jeu. Exactement. Merci Cédric Van Appelgem. Merci à vous Jean-Philippe.